Bonjour à tous et à toutes. Je vais présenter donc une contribution sur un titre un peu provocateur, un éditeur libéral, pour l'interrogation, introduire aux théories critiques l'œuvre inachevée de Lucien Sève. Dans mon introduction, je vais partir justement de ce que Sève appelait la doctrine Cognot. Donc ça sera sortir de la doctrine Cognot, se réveiller de son sommeil dogmatique. La doctrine Cognot, c'est le terme par lequel Sève a commencé notre série d'entretiens pour expliquer son rapport ambivalent à Gramsci et aux théories critiques dans la galaxie des marxismes occidentaux. On peut partir, par exemple, de l'introduction de Cognot aux œuvres choisies de Gramsci en 1959. Cognot salue une grande figure marxiste, et tous les mots ont un sens ici, une parmi d'autres, et pas de choix. Grande, un respect pour sa personne, son sacrifice à la cause. Figure, un visage qui a été déformé dont il faut rétablir le vrai visage derrière les masques. Enfin, marxiste, héritier de Marx, mais certainement pas l'égal de Marx. Dans cette introduction, Cognot écrit systématiquement pour déminer les mauvaises lectures de Gramsci. Il est un révolutionnaire fidèle au léninisme, un classique italien mais pas universel. Il offre des suggestions, mais le PCF a déjà sa propre ligne unitaire, merci. Enfin, sa conception de l'intellectuel organique assigne aux intellectuels une place dans le parti et le mouvement ouvrier, et non un rôle d'intellectuel libre. Cognot finit par « Ainsi comprise, la vie et l'œuvre de Gramsci sont véritablement exemplaires ». Avec ironie, Sève relut le texte et me dit « Ainsi comprise, cela veut tout dire ». Sève a voulu tout de suite clarifier son rapport à Gramsci en se référant à son propre rapport à Cognot, son parrain dans les années 50, qui l'a aidé de façon humaniste, mais le piégea aussi dans une conception théorique encore stalinienne orthodoxe, quoique matinée de vieux matérialisme classique. Pour Sève, je cite, « J'étais méfiant quand même envers Cognot sur Gramsci, sans être déstalinisé à la fin des années 50. Je suis en garde contre cela, j'ai mis le nez dans Gramsci au début des années 60. Je me méfie de la lecture de Cognot, celle d'un matérialisme étroit que le marxisme ne doive rien à l'idéalisme. Toutefois, Sève offre ici une reconstruction. Il l'admet lui-même, Cognot l'a placé secrétaire à la propagande en 1951 et membre du comité fédéral de la Haute-Marne, après ses déboires avec l'éducation nationale. Et il cite, je le cite encore une fois, « J'ai longtemps été sous son influence politique et intellectuelle, et ce sont des gens comme cela qui ont conduit à la catastrophe. » Tout au long des années 60, Sève essaie de s'imposer comme le philosophe officiel, rigoureux et orthodoxe face aux déviations, surtout lefévriennes, puis garaudiennes, voire un peu althussériennes aussi, mettant en garde les dirigeants du PCF contre leurs racines théoriques. Il faut attendre, alors à voir quand, l'après 68, peut-être déjà l'après Argenteuil, peut-être avant, pas sûr, pour que Sève sorte de son sommeil dogmatique. Sa nomination à la tête des éditions sociales en 70 sera un tournant décisif. Si on en reste à Gramsci, lorsqu'il arrive à la tête de la maison, l'édition initiale de 59 a été, selon ses termes, poussée dans le trou, réduite, selon la belle expression de Michel Véret, à la nuit du silence. Expression qui semblait à Sève extrêmement exacte. Très peu diffusée, l'œuvre de Gramsci est épuisée en 67, et Besse comme Cognot décide de l'oublier, de ne pas la rééditer. Selon Sève, plusieurs raisons à cela. 1. On avait fait l'édition de 59 par rapport au PCI, pour être quitte et garder de bons rapports malgré les désaccords. 2. On ne voulait pas l'étudier car elle sentait le soufre. Je cite Sève, il y avait l'affaire Garaudy en toile de fond, l'idée que les Italiens sont plus intelligents que nous, et il y avait une polémique avec l'UEC dont les Italiens étaient l'emblème. 3. La fameuse doctrine Cognot. Gramsci n'était pas matérialiste. Il était douteux, dangereux et certes séduisant. Alors vaut mieux ne rien dire. On sait ce qu'on sait, je cite Sève, on sait ce qu'on pense. Pas question de faire la promotion de sa philosophie, trop idéaliste pour Cognot. Donc j'aurai 3 points. Donc la réédition de Gramsci. Deuxième point, la formation d'un intellectuel collectif au sein des éditions sociales dans les années 70. Et troisième point, le testament de Sève, l'édition de la théorie critique, inachevée. Et enfin une conclusion sur l'humanisme de Sève. Alors le point 1, acte 1, rééditer Gramsci, une œuvre rigoureuse, une politique d'ouverture. Au début des années 70, la polémique enfle dans la presse, dans Le Monde en particulier, sur les censures autour de Gramsci. Ça vise Gallimard, qui dispose des droits depuis 63, on va dire, et n'en fait que peu de choses, et envers l'édition communiste et ses blocages. Ce qui est sûr, à partir des archives publiques, Fonds Édition Sociale, donc Cohen, et privée, celle de Sève, c'est que de son arrivée à la tête des éditions sociales, Lucien Sève va activer la réédition de Gramsci. Si elle n'est publiée qu'en 75, c'est en raison des difficultés pour la mise en œuvre pratique de l'édition. Une des raisons profondes, on le sait, tient aussi à la mutation personnelle de Sève autour de marxisme et théorie de la personnalité. Déjà avant, il a lu Léontiev au moins, Vygotsky et tout un patrimoine que nous connaissons. Et il pense, et là je le recite, mais qu'il faut chercher du côté de l'historico-social et non du biologico-naturel. Donc là, ça peut offrir un parallèle avec
Gramsci, évidemment, et pour lui, de suite, il cite l'article « Les dons n'existent pas » comme tournant. Voilà, il pense que Gramsci peut aider aussi politiquement, que c'est une œuvre à étudier pour une réélaboration stratégique autour de l'hégémonie. À la tête des éditions sociales, il obtient rapidement une large autonomie de la part de Roland Leroy, responsable aux intellectuels et à la culture. Leroy lui dit « Vous avez liberté totale, autonomie pour publier, je vous fais confiance » et pour Sèvres, c'était l'âge d'or. Les négociations avec l'Institut Gramsci, documents à l'appui, débouchent dès le début de l'année 71, donc ça ne traîne pas, quelques mois, pour une anthologie élargie à partir de celle de 59. Il s'agissait pour Sèvres de donner à lire Gramsci sans être gramscien, sortir des lectures déformées en le lisant dans le texte, enfin donner des outils pour le lire, une des raisons aussi, sinon Gallimard va le faire. Le début ne fut pas évident. Cognot acquiesce du bout des lèvres, mais assez généreusement, comme il pouvait le faire, en 71, quand Sèvres l'informe de la réédition. Antoine Spire, qui a été aussi mon autre interlocuteur, responsable commercial de l'audition sociale, se rappelle du travail inlassable de Sèvres, pour qui il a une immense admiration. Il avait et il a une immense admiration, moi je l'interviewe. Il prit la décision, Sèvres, qu'on allait promouvoir ce livre, et que les résistances internes seraient vaincues. Aux éditions sociales à l'origine, à l'époque, il y a le vieil ouvrier des chantiers de la Ciotat, Joseph Pintus, déjà là dans les tractations des années 50, qui le met en garde contre les réticences en haut lieu. Le philosophe Guy Bèze, directeur du CERM à la place de Garaudy, les deux se méfiant réciproquement, lui dit non. Le secrétariat freine, mais Sèvres parvient à obtenir l'accord nécessaire, disant si on va l'obtenir, il faut qu'on le fasse. Et il l'obtient par Hermier, qui était membre du comité central, mais aussi ancien responsable de la lutte contre les Italiens à l'UEC. La question qui se pose alors, c'est qui pour faire cette édition? 3 challengers sont auditionnés, comme à la fac. Moi, je suis pas auditionné, donc c'est pas pareil. Sur la base d'un travail collectif, blague à part, sur la base d'un travail collectif où ils proposent leur propre anthologie, leur méthode et leur critique du travail des autres. D'un côté, le grenoblois italianiste Jacques Texier, qui avait produit un Gramsci humaniste chez Segers en 66. Et il avait séduit Sartre, qui voulait lui confier l'édition Gallimard, c'est lui qui aurait dû la faire à la place de Paris. De l'autre, Christine Bussy-Glucksmann, professeure à Vincennes, proche de la ligne althusérienne, qui avait des soutiens du côté de Derrida et d'Aragon. Ni l'un ni l'autre ne seront choisis, car ils étaient, je cite Sèvres, un peu biaisés, trop critiques de la ligne du PCF, du programme commun. Sèvres admet qu'il était peut-être un peu trop orthodoxe ou sectaire à l'époque, qu'un esprit critique par rapport à cette ligne aurait été nécessaire, mais c'était des lectures pour lui pas franches du collier, selon son expression, marquées par la contrebande politique. Spire, par ailleurs, surenchérit. À l'époque, on les voyait les deux comme des opportunistes de gauche, cédant trop au courant intellectuel dominant, et opportunistes de droite, c'est-à-dire réformistes. Finalement, c'est un érudit qui est choisi, dont le PCF se méfie aussi, se méfiant de à peu près tout le monde. François Ricci, un des maîtres d'André Tozzel. Le niçois, les deux niçois, mais le niçois Ricci est méconnu à tort. Et c'est un bon choix qu'ont fait l'édition sociale, ça c'est mon avis tout à fait personnel. Les notes qu'il renvoie sont d'une grande finesse théorique, d'une lucidité politique étonnante, sa méthode d'une grande rigueur philologique. Dès 69, il écrit une note pour le secrétariat du PCF sur le bloc historique de Garaudy, démontant son manque de rigueur. Il rappelle, je cite, qu'on cite Gramsci souvent de seconde main beaucoup plus qu'on ne l'étudie, ce qui conduit à des contresens tragiques sur un concept heuristique comme celui du bloc historique, transfiguré en slogan pour une politique moderniste valorisant les nouvelles couches moyennes, la formation d'une nouvelle gauche réformiste. Dans sa note en 71 adressée à Sèvres, Ricci demande une traduction la plus philologique possible, prenant comme modèle les travaux de Jacques Donte, Bernard Bourgeois et Maurice de Gandillac sur Hegel. Par la suite, après avoir pris connaissance des propositions de Glucksmann, il est d'accord sur l'ensemble, sauf sur 2 points. Sauf sur 2 points. Sur l'école, l'université et la pédagogie. Il lui paraît nécessaire de rappeler les textes de Gramsci mettant en garde contre la manipulation du thème des nouvelles pédagogies pour détruire le contenu et la méthode humaniste nécessaire à la formation d'un esprit critique de masse. Pour lui, on y trouve dans Gramsci la critique du caractère, je cite, aristocratique d'une pédagogie non directive, et on pense aussi à Snyders, ici sa critique sur ce plan, favorisant ceux qui ont juste un capital culturel suffisant. La démystification, je cite, des réformes démagogiques du fasciste Gentile sur le technique et le pro à l'usage des couches populaires et le vieil humanisme pour les élites. Il défend par contre l'intégration des écrits sur l'américanisme d'une saisissante actualité sur la société de consommation, les convergences entre esprit un peu libertaire et libéralisme économique, qui serait
un antidote à la vulgate marcusienne selon lui. Bon, le travail prend du retard, je rentre pas dans les détails. Après 71, il n'est plus collectif, il n'y a pas d'intellectuel collectif. Ricci souffre, il a des problèmes de santé, il multiplie des articles qui ne sont pas publiés dans l'université française, il est mal intégré à l'université française, il doit finir sa thèse, enseigner à Nice, bon voilà, on connaît. Il parvient au bout de son travail minutieux qu'en 75, orné d'une très belle préface mettant en avant la forme pascalienne des écrits de Gramsci. Petite ironie pour l'ancien membre de l'Union chrétienne progressiste avec Althusser, deux pascaliens repentis. Acte 2, un intellectuel collectif, une riposte préventive aux idéologies réactionnaires. Je vais aller un peu plus vite pour la suite, je vais essayer, c'est pas évident. Il ne s'agit pas que d'un travail individuel sur Gramsci, mais de l'embryon d'un intellectuel collectif au sein des éditions sociales. Un projet audacieux et partiellement failli. Autour de Gramsci, au vu des méfiances réciproques, les ES ne parviennent pas à faire travailler ensemble Texier, Glucksmann, Ricci ou le jeune Tozel. Mais Sèvres a l'ambition d'une direction plus effective, scientifique, collective, je cite ces termes, à Leroy en 70, pour une formation de masse sur le marxisme. Est-ce que ça a été le cas ? Il a bien essayé, autour de l'ancien noyau de la nouvelle critique des années 60, un collectif de haute tenue intellectuelle à la parole libre critique comprenant Michel Véret, Michel Simon, Jacques Millot, mais aussi André Gisselbrecht et Claude Prévost. Avec eux, il discute librement de la responsabilité des éditions sociales dans la bataille culturelle, je cite les termes, face à l'édition dite bourgeoise et surtout face aux mutations inquiétantes du monde intellectuel français. Par rapport à l'édition bourgeoise, le premier défi leur semble de répondre à la prolifération de thèses gauchistes, marxistes en apparence, en réalité accompagnant une mutation incertaine vers de nouvelles idéologies en sens opposé. Il faut faire face, selon Sèvres, au paramarxisme, pseudo-marxisme, néo-anti-marxisme. Le marxisme pénètre à l'université, mais il y a un risque de déviation, je cite, avec l'accommodation de la recherche à la condition d'universitaire. Le marxisme pénètre au seuil avec Solers, chez Hachette et Gallimard, Pierre Nora à l'époque, Fayard, mais ce que Sèvres appelle l'opération Gramsci de Maciocchi à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, au seuil, et de Nora chez Gallimard, l'école de Francfort ou le freudo-marxisme sont pour lui, des formations du marxisme de tendance humaniste, alors que d'un côté, le positivisme s'impose dans les éditions sociales, et que l'on a dans l'espace public avec Illich, ou Esprit, des néo-utopistes chrétiens, une critique du productivisme, du scientisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ce constat apocalyptique ? Michel Simon ou Véret appellent à accorder un espace éditorial pour les débats universitaires. Jacques Millot, une collection problème avec un collectif de 15 personnes de diverses spécialités pour répondre aux défis universitaires, et pour lui ça doit être un intellectuel collectif et non pas un bloc homogène. Le plus grand défi sera celui de répondre à la conjonction perçue entre, je cite Sèvres, des formes d'irrationalisme anti-institutionniste et leur morale réactionnaire de gauche accompagnant la montée de la nouvelle philosophie et des convergences étonnantes avec la nouvelle droite, le Grèce et le néolibéralisme giscardien. Ça fait beaucoup. Le débat doit être engagé d'abord avec les formes les plus hautes des courants critiquant l'idéologie du programme commun. Gors, Lyotard, Illich. La critique doit être radicale vis-à-vis de la nouvelle droite et de nouveaux philosophes en démontant leurs racines, je cite, irrationalistes, naturalistes et anti-universalistes. Sèvres dira anti-Descartes. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors des convergences sont envisagées. Avec Bourdieu, c'est Michel Véret et Michel Simon qui le proposent, perçu comme allié potentiel face à l'irrationalisme. Avec Derrida, c'est Béatrice Henry qui le propose, qui se rapproche de nous politiquement malgré ses recherches théoriques idéalistes. Mais on appelle à accueillir son travail. Sont aussi évoqués Jean Lacroix, chrétien rationaliste, Régis Debray, Bouvresse, Lecourt également, dans un grand front rationaliste visiblement prêt à affronter la formation préventive d'un néolibéralisme et de leurs fondements philosophiques. Les ouvertures se firent toutefois hors de ce collectif intellectuel très faible. Se firent en dehors, la collection de digraphes chez Fayard, de Rista, Aragon avec Derrida, le rapprochement Bourdieu, Nouvelle Critique, bon voilà, c'est à part. Enfin, le testament de Sèvres. Pas trop le temps, mais un programme d'édition, testament de Sèvres aux éditions sociales, je précise. Voilà. Oh bon, alors je peux respirer un petit peu. Mais au moins, sinon j'aurais gagné du temps. Le testament, j'ai essayé de faire vite. Donc, le testament de Sèvres aux éditions sociales, dans les années 80, il y a encore un programme d'édition de la théorie critique. Alors, au-delà de Gramsci lui-même, dans l'optique de cette contre-offensive face à la vague réactionnaire ou anti-progressiste de gauche puis de droite, Sèvres proposera à 2 reprises un vaste programme d'édition d'ouvrages issus de la théorie critique, marxiste avant tout. Dès 71, il veut une édition sérieuse des classiques du marxisme,
reprendre les travaux de Badia, Baudrillard, Botticelli et les renforcer par un travail philologique rigoureux. Ça donnera Jean-Pierre Lefebvre par exemple sur Marx. Il envisage alors de publier dès 71 la dernière œuvre majeure philosophiquement de Lukács, autrefois vu comme Gramsci en tant que dissident dangereux, l'ontologie de l'être social, qui a quand même, je pense, mis du temps, voire je ne sais pas si elle est encore publiée en français, peut-être depuis peu de temps. Voilà. Ce n'est qu'après 76, avec aussi la gueule de bois de la rupture du programme commun, juste après, que l'on envisage un programme plus audacieux pour répondre aux défis d'un PS marxisé, en apparence, pour mener la lutte pour l'hégémonie et combler le retard dans la bataille idéologique. Ce sont les mots de Millot ici. Le monde éditorial est alors en crise, les éditions sociales avec. En 1979, pourtant, l'édition sociale avance un programme offensif, mais sans doute irréalisable. Ça va, c'est un peu plus éclectique que d'habitude, ça va des révisionnistes de la social-démocratie, un révisionniste entre guillemets, Bernstein, bon, Kautsky pas tout à fait révisionniste, ça dépend des périodes, les originaux, Mehring, Zetkin, Rosa Luxemburg, l'austro-marxisme, le marxisme italien, Gramsci, mais aussi Labriola et une anthologie de marxistes italiens, et les classiques français, pêle-mêle, Lafargue, Sorel, Jaurès, Gued, il y en a pour tout le monde, bref. Il est même alors envisagé d'y intégrer l'école de Francfort et Ernest Bloch, ce qui est nouveau. Bon, le hic, c'est que, je cite à l'époque le compte-rendu, c'est qu'une telle liste suffirait à remplir plus d'une décennie de travail. Donc on se recentre sur 10 volumes pour 80-81, dont Gramsci, Rosa Luxemburg, Jaurès et l'austro-marxisme, c'est déjà pas mal. Bon, on a ici l'origine de la collection essentielle. Elle naît en 83 dans une période catastrophique, avec de grandes difficultés financières et économiques, j'utilise les sources officielles du Fonds Cohen, dans une maison qui subit le contre-coup de la guerre idéologique, qui pénalise l'édition théorique, politique et de sciences humaines en général. Masaryk reprend en main la maison d'édition Claude Masaryk, et Sèvres, je dirais, c'est là que je parle de son testament éditorial. Dans le compte-rendu du passage de témoin, on va dire, il est fier d'avoir publié Trotsky et Staline, mais bon, Trotsky, veut Lukács et Gramsci avant de partir, demande une édition sur l'école de Francfort qui à ma connaissance n'a jamais vu le jour, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Masaryk fait le bilan, sans accabler Sèvres, loin de là, mais il est décevant, les ventes ont reculé en 84, 30 des 90 livres prévus ont vu le jour seulement, la collection concentre la plus grande, je cite, la plus grande part du déficit de la maison, alors que les objectifs de vente ne sont atteints qu'à 50%. Bon, les chiffres sont effrayants, 5 millions de déficit pour l'édition communiste, 1,2 million d'euros d'aujourd'hui, dont le tiers pour l'édition sociale et 75% du tiers pour l'essentiel. Ça fait 300 000 euros de déficit pour la collection essentielle au bout d'un an et demi d'activité. Ça fait beaucoup. La question est donc celle de l'effondrement de la maison, je ne rentre pas là-dedans, voilà. Quand on aura les archives Sèvres, on en saura plus. Dans un dernier souffle, Sèvres réactive pour l'édition l'idée de vaste convergence rationaliste, humaniste, républicaine, avec plusieurs noms, Bouvresse, que j'ai évoqué, Lecourt, Debray, mais aussi les théoriciens marxistes qui refusent la mode anti-marxiste, ce qui n'était pas évident dans les années 80, Althusser, bon, Althusser en 80 était moins bien, Lefebvre, qui revient, Trent-Duc Tao, on avait oublié, et une dernière édition de Gramsci est proposée en 83, donc il y en aura une troisième qui sera publiée par l'édition sociale, une édition de poche mise en place par André Tozel. Elle est tirée à 10 000 exemplaires et les résultats sont mauvais. Les 2/3 du tirage ne sont pas vendus à la fin des années 80, 2000 exemplaires vendus en 83, 600 en 84, puis la courbe descend inexorablement. Comme me le confia Nicolas Devers-Dreyfus, qui travaillait à leur édition sociale, c'est lui qui m'a communiqué les chiffres gentiment, on comprend à la lecture de ces chiffres les problèmes économiques que rencontrait Messidor à l'édition sociale, c'est un euphémisme. Bon, je voulais juste finir, comme ça on aura gagné un peu de temps aussi, je pense. Je vais vous faire le débat. Je suis allé un peu trop vite au départ, j'espère que c'était quand même clair. Bon, je voulais juste finir par quand même, moi je tenais à présenter quelque chose parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens dans ma thèse et c'est Lucien Sèvres m'a particulièrement marqué. C'est pour ça que ma conclusion, c'est pas un éditeur libéral, oui, au sens culturel, mais un humaniste intégral. Voilà. Moi, c'est l'être humain que j'ai rencontré qui m'a frappé. Et je fais référence à l'humanisme intégral en référence à l'humanisme absolu de Gramsci.
Ce terme correspond vraiment à la personne que j'ai vue à plus de 90 ans. Quelqu'un de passionné par l'amour de la vérité. Un travailleur infatigable, amoureux des mots qui ont un sens, du travail de l'œuvre, du concept. Voilà, il discutait avec moi de chacun des termes clés de Gramsci, avec un effort de rigueur, une grande modestie, écoutant ma modeste compétence, mais revenant sur son labeur inlassable pour comprendre l'œuvre de Marx, qu'il continuait encore et encore. C'était donc un humaniste pour moi philologue. C'est dans ce sens-là que je parle d'humaniste. Mais aussi dans son éthique. Rares sont les personnes interviewées dont la posture était aussi humble, compréhensive, dialogique, et en ce sens-là dialectique au sens de Gramsci évidemment, se mettant au niveau de son interlocuteur sans le juger ni le flatter. Il a fait plus qu'il n'aurait dû. Un deuxième, troisième entretien même, et c'est lui-même qui était convaincu qu'il devait encore retravailler le sujet, qu'il ne le maîtrisait pas encore assez. Bon, comme l'ont dit certains, effectivement, à la fin, on est épuisé. Lui, non. Voilà. Bon, il était prêt à concéder ce qui est très rare dans le milieu intellectuel parisien, mais lui n'est pas tout à fait parisien, la concession de certaines archives privées avec une grande confiance, sur Gramsci notamment, au-delà. Et enfin, la relecture de certains des papiers que je lui avais donnés a démontré seulement une énorme rigueur de lecteur, une acuité extraordinaire, une précision, à son âge, mais je dirais à tout âge, c'est rare, mais aussi sa générosité, sa bienveillance qu'il continue à faire vivre. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons-là, plus que le terme provocateur au départ d'éditeur libéral, que je pense il a été partiellement, mais ça dépend des périodes, tout est avec Sèvres dépend de l'évolution, c'est celui d'humaniste absolu gramscien qui me paraît le mieux lui correspondre, parce qu'il y a là un amour du livre, de la culture, de la raison, qui animait aussi les humanistes italiens du Quattrocento et du Cinquecento. Voilà.